Reprise totale des activités scolaires ce mardi à travers tout le pays, à la capitale notamment au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Presque la totalité des élèves étaient présents à leur établissement respectif. Sourire aux lèvres, ces élèves étaient apparemment très contents de reprendre enfin le chemin de l'école. Dans plusieurs établissements scolaires visités ce mardi, le taux de présence était de l'ordre de 85%. Le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale se réjouit de la reprise des activités scolaires tout en félicitant tous ceux, toutes celles qui y ont contribué. Pierre-Josué Agénor-Cadet a fait état d'un ensemble de dispositions qui ont été prises par le MNFP pour garantir la réussite de la rentrée des classes. Il a fait état en ce sens de l'adoption d'un plan d'action qui comprend 6 grands points, à savoir une campagne de sensibilisation autour du droit à la santé et la publication d'un calendrier scolaire remanié passant de 193 à 147 jours de classe. Des activités d'appui psychosocial ont également été organisées au profit des acteurs du système ainsi qu'un support matériel et financier en faveur des parents d'élèves. Selon Pierre-Josué Agénor-Cadet, ce sont environ 20 000 familles qui ont bénéficié de bons d'achat du mois d'août 2019 à date. A précisé Pierre-Josué Agénor-Cadet, les turbulences politiques au cours des 4 derniers mois de l'année écoulée ont fait perdre aux enfants 46 jours de classe, a déploré le ministre Cadet. Il félicite les acteurs concernés qui ont compris la nécessité de faciliter la reprise des activités scolaires. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption dément les informations faisant croire qu'il y aurait un conflit entre l'ULCC et le parquet de Port-au-Prince suite à la libération du diplomate Kirby Alcante, accusé de faux, d'usage de faux et d'obstruction à la justice. Maître Claudie Gasson minimise également les critiques qui fusent de toutes parts autour de sa gestion des enquêtes ouvertes au niveau de son institution sur plusieurs dossiers de corruption, dont celui impliquant la responsable du consulat général d'Haïti à Santiago, Judith Xavier, la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention interaméricaine contre la corruption, la loi du 9 mai 2014 et le décret du 8 septembre 2014 sont les 4 textes légaux brandis par Maître Gasson pour justifier sa gestion de l'institution. Maître Gasson évite de parler de bras de fer avec le parquet de Port-au-Prince tout en laissant entendre que l'ULCC peut convoquer n'importe quel acteur du système judiciaire, citant notamment le commissaire du gouvernement ainsi que le substitut du commissaire du gouvernement. Avis de recherche là, on demande une référence légale, on dit bien organisation des droits humains qui estime que c'est la police qui estime que c'est la police, tant que le commissaire gouvernemental qui estime que c'est subalterne, c'est la police, etc. Bon, finalement, nous ne et nous-mêmes, nous ne pas rentrer dans la polémique, nous avons fait un exercice pour que nous cherchions à informer nous. Nous avons parlé de l'avis de recherche, article 11, alinéa 2. Le directeur général, il est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs. C'est à dire DCPJ. Est-ce que la police a fait de moi? Donc ce texte-là m'a appelé. Il est habilité à constater les infractions, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. Si vous voulez, je vais vous mettre à l'aise, je ne vais pas déférer le dossier à tout. Je ne vais pas déférer tout parce que je vais là et puis ils en vont. Donc, le texte est clair. Nous sommes capables de faire constat d'infraction, nous sommes capables de chercher, nous sommes capables de chercher les gens qui font ça. Et nous avons déféré tout à la justice. Il n'y a aucun problème là-dedans, et ça c'est un texte spécial que m'attire plus attention que l'autre monde. Mais si vous regardez Nouvelle par exemple, un an de cela, vous pouvez être directeur Basile, il t'a expliqué, oui, question hiérarchie, ministre qui dit, on va il t'a expliqué ça tout, qu'il va tout le monde. Et pas le premier monde qui a dit ça. Ce n'est pas le premier monde qui a dit ça. Donc nous clair sur ça, nous pouvons dire. Et bon, on va parler de nos polémiques. Et le commissaire de Bakary, le sac de Bakary, nous dit que le texte dit clairement, depuis un monde où on a un poste électif, quel que soit le monde qui a un poste électif, il dit depuis un monde où on nomme, même si on nommé à temps partiel, n'importe qui on nommé, nous sommes capables de l'eau.
pour infraction, corruption ou bien infraction assimilée. Deuxième question. Il y a eu un huissier dans le cadre de travail qui a signifié un document. N'importe qui ne connaît que huissier ou pas qu'à faire. Et arrestation sans son arrestation arbitraire et illégale, ça me quitte la responsabilité commissaire gouvernement comme son monde qui connaît la loi et là pour le faire appliquer. Donc lui-même, il quitte la responsabilité, nous sommes capables de poser des questions directement. Mais l'huissier lui-même, les gains de droit lui-même, pour le porter plainte directement contre le commissaire gouvernement lui-même, son droit que Le directeur général de l'ULCC minimise la démarche du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, qui souhaite l'auditionner. Claudie Gassin, qui se dit toutefois disposée à répondre à une invitation de quelle que soit l'autorité, soutient n'avoir commis aucune infraction qui pourrait porter le commissaire du gouvernement à l'inviter, tout en soulignant que le chef du parquet devait plutôt s'adresser au président de la République. Maître Claudie Gassin qualifie de puérile la démarche du commissaire Lafontaine. Bon, pas d'invitation, pas d'invitation. J'ai l'impression que nos petits gens mal comprennent tout. Pas d'invitation pour moi. Moi, non. Est-ce que l'invité, est-ce qu'on peut aller? Oh, moi-même. Il demande des ministres, il souhaitait tant de. Bon, ça n'est pas grave. Bon, il m'a dit, s'il vous plaît, s'il vous attendez. Bon, mes amis, tant que mal permission, s'il vous plaît, s'il capable. Je ne vais pas l'opinion sur ça. Sauf que je regarde que je pense que le commissaire, son monde qui connaît la loi, il connaît. Et premièrement, il va y avoir un dossier dans le mail, que je ne vais pas commettre aucune infraction. Et si ça n'a pas fait tout, si oui. Pardonnez-moi, il a dit apprécierait avoir l'autorisation. Bon, bah, le fait. Conditionnel, tout à l'heure. T'as pris souple. Ok. Donc, pour y là, on regarde pour un fonctionnaire comme ça, autorisation président de la République, Google Takaï, je ne sais pas si je me bien. Et deuxièmement, soit l'entrée dans le papier qui circule sur. Voilà. Et ça là ne va pas concerner nous du tout. On a invité tout le monde à l'ITEX, ça ne va pas concerner nous. Deuxièmement, tout, bon, moi, je fais des coalisations, je sais vérifier, je ne sais pas ça lié tout. Je ne vais pas rentrer dans le schéma ça, et je vais tout dire que c'est des bagages qui sont impossibles. C'est par exemple des lois d'application impossibles pour faire. Vous comprenez? Vous faites des lois purement formelles, vous faites des lois pour calmer le monde, mais en réalité, vous ne pouvez pas appliquer. C'est même tout, vous pouvez faire une invitation pour amuser la galerie, mais par contre, on est capable de supposer des questions, il faut suivre, vous êtes capable de poser encore. Donc, on est capable de dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Quelle que soit l'autorité qui t'a remis parler avec nous, nous là. Quelle que soit l'autorité qui a invité nous en tout, nous là, nous aller. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Nous ne sommes pas battre l'estomac, nous. Sauf que, il faut que chaque autorité connaisse les métiers. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Si on juge les mouales, vous allez aller. Si on commissaire gouvernement les mouales, vous allez aller. Nous avons un problème ça. Le directeur général de l'ULCC entend mettre le cap sur l'application des lois relatives aux déclarations du patrimoine et définitives d'impôts. Maître Claudie Gassin annonce une opération d'inspection du patrimoine, notamment des grandes entreprises, de concert avec la DGI, invitant les citoyens à faire leur déclaration définitive d'impôts et tous les agents de la fonction publique à faire leur déclaration de patrimoine. Pour cette dernière, le patron de l'ULCC accorde aux agents publics jusqu'au 31 janvier pour se conformer à cette exigence, se félicitant du fait que plus de 300 formulaires de déclaration de patrimoine ont été retirés à l'ULCC au cours du mois de décembre dernier, notamment par une centaine de députés. Dès la déclaration de patrimoine, nous avons jusqu'au 31 janvier pour un paquet de sénateurs, députés, un paquet d'autorités de l'État, membres du gouvernement, un paquet de juges, commissaires gouvernement, nous avons remis que le 31 janvier, nous avons abandonné. Nous avons dit particulièrement pour le public, nous avons abandonné. Au moins, qui ça a fait? La loi prévoit ça qu'il fait. Donc, il n'y a pas venir faire. Il n'y a pas venir faire. Et l'INCC a une possibilité, et ça fait déjà, pour retenir un cas dans le salaire. Mais nous rendons compte que, en plus, nous avons retenu un cas dans le salaire. Vous passez un an, vous quittez à retirer un cas dans le salaire là. Donc à partir de là, si vous retirez un cas dans le salaire et que vous n'avez pas réagi pour faire des déclaration de patrimoine, nous croyons que automatiquement ça crée une suspicion de corruption. C'est parce que justement, vous estimez que comme ça, vous ne vous estimez que comme ça, pas dérange dans le fonctionnement. Donc nous allons chercher qu'on est
comment compenser. Aussi simple que ça, laisse ça à nous-mêmes, pour pas faire déclaration de patrimoine. La loi prévoit ça pour le faire avoir, mais en plus, tout l'ULCC pour regarder tout son fonctionnaire électoral. Nous allons regarder son compte en banque, nous allons regarder ce qui a passé, nous allons regarder par exemple Caillou, nous allons regarder ce qui a passé, nous allons regarder que train de vie qu'on a mené, est-ce que c'est lui qui justifiait, qui expliquait que ou pas occuper question de déclaration de patrimoine. Mais nous-mêmes, nous avons fait notre action pour demander au gouvernement comment faire engager des fonctionnaires qui prennent des risques pour vous mettre contre la corruption et puis la faciliter dans celle des gens qui décident que ils ne vont pas plier à la loi. Donc nous croyons que l'État a tout. Il a obligation pour faire police la caille pour que les dit employés, fonctionnaires, eh bien, déclaration de patrimoine ne sont pas baillés ou pas arrêter notre job là encore. C'est aussi simple que ça. La DINEPA entend renforcer ses capacités particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des travaux sont en effet en cours dans le but d'alimenter certaines zones spécifiques. On fait savoir ce mardi les responsables du Centre technique d'exploitation de la région métropolitaine de Port-au-Prince, appelant à la conscience des citoyens et à des mesures idoines de la part des autorités en vue de stopper la coupe effrénée des arbres. Le directeur du Centre d'exploitation, Paul Lidbenson Théodore, en a profité pour inviter les clients, particulièrement les institutions publiques, à régler leurs dettes envers la DINEPA. Présentez-nous situation qui est au niveau Centre technique d'exploitation région métropolitaine, qui c'est CTRMPP, au niveau de alimentation, au niveau de production, au niveau de recouvrement et enfin, au niveau des grands projets que nous gagnons, qui a réalisé au niveau de commune Tabar et zone Peigny, etc. Donc, maintenant, c'est une grande occasion, dans notre directeur général DINEPA, Guito Edouard, pour nous apprécier tout effort que le gouvernement lui-même fait pour permettre que nous sommes capables de réaliser une série de grands travaux dans la région métropolitaine et la présidence qui a accompagné le gouvernement et la direction générale d'INEPA pour nous capables de réaliser des travaux de très grandes envergures pour nous capables de la population de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Aujourd'hui, nous réunissons la matin. Premièrement, nous avons les grands projets. Grands projets, c'est le projet Port-au-Prince 3 que nous toujours parlé. Que nous avons un forage finalement, les 8 forages qui du côté de la plaine du cul-de-sac, qui à la fin du mois de janvier sont déjà opérationnel. Forage ça il a fini équipé et ça va le permettre qu'il va mettre forage ça commencer à exploiter forage. Mais nous connaissons que grand projet ça, son projet qui est financé par BID et l'objectif là c'est construire forage, placer des canalisations de Peigny, Croix-des-Bouquets, traverser la rivière Grisa, jusqu'à arriver au niveau de Vivi-Michel, côté nous avons un réservoir qui c'est R236, de capacité 2000 m3, et côté nous avons un grand bâtiment de pompage qui, selon normes internationales, toutes normes internationales que nous avons déjà réalisées au niveau de Tabar 68, pour nous permettre que nous arrivions à mener de l'eau dans une série de zones, par exemple Vivi-Michel, pour nous capables de mettre de l'eau dans la zone Bublé, dans la zone Route Frère, dans la zone Gérald Bataille, dans la zone Caradé, et même dans le Delma. Donc, aujourd'hui, nous pensons que les travaux, le réservoir là, pour le finir, nous toujours dans la fin d'année, parce que nous avons à cause des pays locs. Les pays locs viennent permettre que nous ayons des travaux qui sont très avancés, mais à cause des pays locs, ça te permet que. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, a mis fin ce mardi à sa visite de 24 heures dans le pays, visite au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président Jovenel Moïse. Les discussions ont porté sur la situation politique en Haïti et ses conséquences, a fait savoir le chef de l'État lors d'un point de presse tenu au Palais national. Le président de la République a dit avoir mis l'accent sur sa volonté de dialoguer avec tous les secteurs en vue de trouver une issue à la crise. Il a été question également du soutien de l'OEA dans la lutte contre la corruption dans le pays, a dit Jovenel Moïse.
Au cours de la rencontre bilatérale, nous avions discuté de la situation politique en Haïti et de ses conséquences, notamment ses aspects humanitaires, économiques et sociaux. Pour ma part, j'ai mis l'accent sur ma détermination à poursuivre mes efforts inlassables pour négocier avec tous les secteurs de la nation une formule inclusive qui permet enfin à Haïti de trouver une issue définitive et pérenne à la crise structurelle qui secoue le pays pratiquement, je dirais, depuis le lendemain de son indépendance, il y a 216 ans. Nous avons aussi discuté du support de l'OEA au renforcement des institutions qui luttent contre la corruption. J'ai également fait part au secrétaire général Almagro de notre souhait, lors de la présidence haïtienne du Conseil permanent de l'OEA, du 1er avril au 30 juin, de nous concentrer sur 3 thèmes importants. Le premier thème, c'est le renforcement du dialogue politique entre les pays membres de l'Organisation des États américains. Le deuxième thème, c'est d'améliorer l'approche régionale d'adaptation, de mitigation et de résilience au changement climatique. Parce que, comme vous le savez, Haïti vit dans une zone extrêmement vulnérable. Et souvenez-vous du dernier ouragan Mathieu qui a dévasté près de 4 départements du pays. Du 1er avril au 30 juin prochain, Haïti aura présidé le Conseil permanent de l'OEA. Cette visite de M. Almagro a été l'occasion pour le numéro 1 haïtien de demander au secrétaire général de l'Organisation des États américains d'accorder la possibilité à notre pays qui souhaite mettre l'accent sur 3 thèmes importants, a dit Jovenel Moïse. L'organisation hémisphérique continue d'encourager un dialogue politique et la formation de gouvernements d'union nationale. Selon le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, cela favoriserait une solution à la crise qui agite le pays. Le diplomate qui est en campagne pour sa réélection a mis l'accent sur la nécessité d'opérer des réformes constitutionnelles et électorales en Haïti. Nous sommes mis d'accord avec Monsieur le Président. De renforcer la lutte contre la corruption en Haïti. La lutte contre la corruption est un impératif moral dans tout système politique. Et est une démarche très importante pour garantir le bon fonctionnement des institutions. The fight against corruption will help to bring credibility to the political system and better trust from the people. Donc, cette lutte contre la corruption rendra le gouvernement beaucoup plus crédible et permettra de mieux aider la population à subvenir à ses besoins. We agree with the President that we need electoral reform. Il est aussi évident qu'il faut d'autres réformes électorales. That reform should start from the very beginning. Et il faut commencer par le début même de ces réformes. Civil identification of the people of Haiti. Il faut pouvoir identifier, avoir des cartes d'identité civile pour la population haïtienne. The ballot boxes. Des boîtes électorales. And the way to count the result of the votation. Et la possibilité de calculer exactement, de compter le nombre de votes qui ont été émis et de transférer cette information à la population. We agree too that it's necessary a constitutional reform.
Nous avons aussi discuté qu'il est nécessaire de réformer la Constitution. That the reform, of course, should get rid of the main problems that the Haitian political system has had in the past decade. Ces réformes permettraient d'éliminer certains des problèmes politiques qui ont rendu difficiles les négociations en Haïti au cours des dernières décades. It is necessary in order to have a constitution that adapts to the Haitian political culture. Il est important de faire ces réformes au niveau de la Constitution afin de mieux adapter la Constitution à la culture politique du pays. C'est le temps d'une pause, on vous revient.